Bien, le mois dernier, nous avions créé le G3 Bourse avec des experts récurrents pour suivre les marchés. Bienvenue aujourd'hui dans le premier club de la finance autrement que nous réunirons 3 fois cette année. Alors, je ne vous le cache pas, on a eu beaucoup de difficultés pour trouver le nom parce que d'aucuns parlent d'ISR, d'autres d'ESG, certains parlent de finances durables, d'autres de finances responsables. Parfois, on n'y cache pas, on est un peu paumé, on finit par se dire qu'on n'y comprend plus rien. Rassurez-vous, on va essayer justement de ne pas tomber dans ces travers et on va essayer de faire de la finance vivante, de la finance impliquée et aussi de la finance rentable. Allez, nos experts qui seront avec nous cette année pour ce club de la finance autrement, je vous les présente. Il est l'un des fondateurs de Sycomore Asset Management, Aymeric Préaubert. Bonjour. Bonsoir Jean-François. Avec nous, le directeur de la gestion d'Ecofi Investissement, Olivier Guillou. Olivier, bonjour. Bonjour. Et avec nous, le directeur général délégué en charge des investissements de CPR Asset Management, Arnaud Faller. Bonjour. Bonjour Jean-François. Allez, on est ensemble, donc on va parler finances durables, ISR. Notre thème du jour, c'est quels sont les thèmes qui attirent les épargnants. Mais avant, si vous le voulez bien, je voudrais qu'on fasse un petit tour de piste. J'ai une question, parce que je vous connais tous depuis déjà un certain temps. Depuis combien de temps vous bossez dans vos maisons? Allez, je commence avec vous, Olivier Guillou. Depuis combien de temps vous êtes chez Ecofi Investissement? Ça va être dur à calculer, mais juillet 93. Ok, donc ça va faire 28 ans, 28 ans cette année. Aymeric Préaubert, la création de Sycomore, dont vous êtes l'un des fondateurs, ça date de il y a combien de temps? Nous avons créé Sycomore en 2001, donc ça fait 20 ans cette année. Ok, et Arnaud Faller? Une petite trentaine d'années pour CPRM. Ok, donc en tout cas, au moins on peut dire la chose suivante avec tous les trois sur le plateau, c'est que vous connaissez le sens du mot durable. Allez, on va, malgré tout, je vous connais tous de longue date, mais on va malgré tout refaire les présentations d'un peu de vos structures pour cette première. Arnaud Faller, si on parle d'ISR et de chez CPR Asset Management, quid de la création de cette expertise? Qu'est-ce qu'elle représente aujourd'hui? Donc on a travaillé dessus il y a une dizaine d'années et évidemment ça s'est fortement développé, notamment à travers les fonds thématiques. On dit que les fonds thématiques, ça permet aux investisseurs de s'approprier la totalité du thème et d'ailleurs on voit que la durée de détention pour les fonds thématiques, elle est généralement bien plus longue que pour les fonds classiques. Donc, mais on a aussi développé pour les fonds de taux, parce qu'on pense que l'ensemble des classes d'actifs doivent participer à l'investissement durable. Ok, donc il y a 10 ans, donc vous lancez dans le mouvement. Aymeric Préaubert, vous, la logique ISR, c'était dès la création de Sycomore Asset Management? Oui, c'était dès la création. Alors on ne l'appelait pas ISR, on l'appelait plutôt ESG, environnement, social, gouvernance. Dès le départ. On faisait comme M. Jourdain, on faisait de la prose en utilisant des termes que vous ne connaissez pas forcément. Oui, je pense que dès le départ, notre conviction était de nous dire que pour bien comprendre une entreprise, il y a des critères financiers, et ça tout le monde le regarde depuis toujours, mais il y a aussi les critères extra-financiers, d'où cet intérêt prononcé et cette analyse dédiée dès 2001. En particulier sur la gouvernance. Et puis ensuite, au fil des années, il y a eu beaucoup d'étapes de franchies. Une équipe dédiée il y a maintenant plus de 10 ans. La signature des PRI, donc on a vraiment approfondi la démarche. Le modèle SPICE, c'est-à-dire SPICE, c'est un mot très marketing, mais ça veut dire derrière S pour Society, P pour People, I Investors, donc le modèle économique, C pour Consumer, E environnement. L'idée étant de dire qu'on essaye de regarder de manière globale une entreprise et ses parties prenantes. Et puis plus récemment, ça fait au moins 5 ans, et on pourra peut-être en reparler sur le thème du jour, c'est développer des métriques qui nous permettent d'appréhender ces sujets qui sont des sujets très complexes, qui sont des sujets non chiffrés. Et pour autant, on essaye d'avoir des méthodes qui nous permettent d'être objectifs et de développer des analyses robustes sur ces thèmes-là. Alors ça, c'est un sujet très important. On a la chance de se retrouver plusieurs fois dans l'année, donc on va traiter les thèmes différents. Mais je pense que ce sujet, effectivement, de la mesure et de l'impact et de l'analyse est un sujet très important. Olivier Guillou, Ecofi et l'ISR, donc Ecofi, filiale société de gestion du groupe Crédit Coopératif. Il y a un lien avec les deux, avec l'approche ISR? Clairement, il y a une filiation. La société a été créée en 1972. En 1983, on a lancé le premier fonds de partage. Et puis la démarche ISR s'est constituée à partir de l'an 2000 avec la création d'un premier fonds. Et puis après, on a posé différents jalons au fil du temps.
On a créé un indice ISR en 2015. Et puis en 2019, on a basculé sur une gestion 100% ISR de l'ensemble de nos fonds ouverts. Ok, alors Aymeric Préaubert nous disait, nous on est rentré sur l'ISR avec dans les critères ESG avec le G de la gouvernance. Vous êtes rentré par le S du social avec les fonds de partage? Exactement. On est rentré par le S et dans l'intervalle également, on a racheté une société qui était très spécialisée sur le E. Et donc, on avait ces briques. Qui était la financière de Champlain? La financière de Champlain, exactement. Et donc, on a mis quelques briques. Et puis là, on a un dispositif qui est totalement opérant depuis 2019 avec une offre 100% ISR sur les fonds ouverts. Ok, allez. Ces thèmes qui attirent les épargnants, c'est notre sujet du jour. Alors, je vais, pour ouvrir le débat, prendre un baromètre qui a été publié par CPR Asset Management, ça y est, je vais y arriver, où il y a une question, c'est parmi vos clients sensibles à l'investissement responsable, quels sont les critères, les thèmes les plus recherchés? Et alors là, pardon de le dire, mais c'est ce qu'on appelle dans le jargon un raz-de-marée. Raz-de-marée, 86% des gens nous disent le respect et la protection de l'environnement. Et la lutte contre le réchauffement climatique arrive en deuxième position avec 74% des gens, et un chiffre qui est en très forte hausse par rapport à l'année précédente, puisque l'année précédente, on était à 47%. Ça, c'est ce que nous disent les sondages. Très bien. Maintenant, que nous dit la vraie vie? Et vous, qu'est-ce que vous constatez? On est en début d'année 2020, donc on a fait les bilans. Vous avez vu ce qui a séduit et ce qui n'a pas séduit. Chez vous, dans votre offre, Aymeric Préaubert, chez Sycomore Asset Management, qu'est-ce qui a bien fonctionné en collecte durant l'année 2020? Ce que l'on constate, et je pense que ce n'est pas uniquement évidemment chez Sycomore, c'est que 2020, de notre point de vue, c'est une année de basculement, avec un basculement généralisé vers l'ISR, que ce soit les investisseurs, ou maintenant c'est, je dirais, que ne pas en faire, alors après il faut voir comment c'est fait, mais c'est plus possible, des entreprises et aussi des clients. Et donc je dirais que les gens ne se sont pas réveillés en 2020, mais c'est devenu maintenant absolument mainstream. Et dans les thèmes qui sont mis en avant, c'est tout à fait exact, les thèmes environnementaux sont, je dirais, très recherchés, mais pas seulement. Donc au-delà du climat, il y a des thèmes sur l'emploi, des thèmes donc chez vous, il y a un fonds qui s'appelle Happy at Work. Exactement, qui donc investit dans des sociétés qui ont, je dirais, une capacité particulière à fidéliser, motiver, donner de l'autonomie, de l'indépendance aux salariés, donc bien manager les gens. Et ça, c'est un thème absolument transversal. Et c'est un thème de très long terme. Il y a le thème aussi de l'impact social. Alors c'est très très vaste, ça peut être l'alimentation durable, ça peut être les circuits courts. Donc je dirais que globalement, l'équité homme-femme, l'équité salariale, donc il y a tous ces sujets-là qui, je pense, qu'on ne peut pas dissocier. C'est vrai que le climat est important, mais je dirais que globalement, l'ensemble de ces thèmes reçoivent un écho très fort, à la fois auprès des particuliers, des CGP, mais également des institutionnels. Et par exemple, je vais faire un petit cocorico parce que ça fait plaisir. Nous avons remporté en fin d'année dernière un appel d'offres autour d'un fonds qui s'appelle Ambition Objectif Climat, qui est un gros appel d'offres sur la transition énergétique. Donc pour l'ensemble des clients, c'est des thématiques qui sont aujourd'hui dominantes. Ok, Olivier Guilloux du côté d'Ecofid, donc il y a un certain nombre, vous nous avez dit que l'ensemble de la gamme était désormais 100% ISR, il y a des produits thématiques. Qu'est-ce qui, dans cette année 2020, a le mieux fonctionné? Globalement, on a eu une dynamique assez positive sur les fonds actions autour de ces thématiques vertes. Donc on a lancé un fonds Agir pour le climat, donc, dont le nom est suffisamment précis pour indiquer la façon dont il est géré. Mais au-delà de ça, on a aussi une thématique, et c'est au cœur de la raison d'être d'Ecofi, c'est l'homme et la planète. Donc on retrouve tous les aspects qui viennent d'être évoqués. Donc ça ne couvre pas que l'aspect environnemental, mais l'aspect environnemental a été mis pas mal en avant avec le confinement, où on a vu qu'il y avait des indicateurs de pollution qui ont baissé drastiquement avec le confinement. Il y a eu le changement d'administration aux États-Unis avec le retour attendu des États-Unis dans la COP 21. Donc il y a eu quand même. Et puis on a eu également au niveau de la régulation et de l'Europe, on attend la taxonomie verte.
Donc le focus a été vraiment mis sur cet aspect vert. Ce qui n'empêche pas que les aspects sociaux, de mon point de vue, sont très importants. Et il faudra aussi que le régulateur adresse dans le futur un autre volet. La taxonomie sociale, il n'y est pas encore. Mais je pense que c'est important d'avoir justement ces deux jambes pour avoir quelque chose d'équilibré. Ok, Arnaud Faller, vous, dans l'offre, vous nous avez dit que l'ISR, c'était il y a une dizaine d'années et que ça avait pris une grande ampleur avec les thématiques. Vous, qu'est-ce que vous constatez comme ayant été les thèmes porteurs en 2020 ? Donc on rejoint tout à fait le baromètre que vous avez évoqué, que ça soit d'ailleurs un baromètre qu'on a monté à la fois du côté conseiller en gestion de patrimoine, mais aussi du côté épargnant. Et là, des fois, ils ne se retrouvent pas, mais là, totalement, ils se retrouvent sur les thèmes. Donc, les thèmes environnementaux numéro 1, et ensuite les thèmes sociaux. Alors, les thèmes environnementaux, c'est sûr qu'on avait déjà une expertise sur les fonds Action internationale, donc Climate Action, qui s'est bien développé au cours de l'année 2020. On a pu aussi lancer un fonds multistratégie sur le même thème, parce qu'encore une fois, il faut mobiliser l'ensemble des classes d'actifs et performance absolue, c'est-à-dire que les stratégies patrimoniales ne sont pas forcément que 100% action. Et donc, par exemple, pour LCL, on a pu lancer un fonds multistratégie, performance absolue, sur la thématique du climat, au niveau monde, tant du niveau action que du niveau crédit. Et puis, effectivement, le risque majeur, c'est bien le climat, mais le risque qui nous semble apparaître le plus, y compris dans les thèmes des conseillers, c'est l'ensemble de la thématique de la réduction des inégalités, que ce soit les inégalités, l'angle des sexes, l'angle aussi salarial, etc. Et d'ailleurs, au passage, la macro rejoint aussi ce point-là, parce que même la Fed commence à parler de fracture du marché du travail. Ça devient compliqué pour elle de piloter un marché du travail où on voit bien que selon le diplôme, on a énormément de chance ou pas, et selon le groupe ethnique aussi. Donc on voit bien que ça intervient au niveau macro, mais aussi au niveau micro. Et donc on a pu lancer aussi, il y a 1 an et demi, un fonds justement qui joue et qui essaye d'accompagner cette lutte contre les inégalités, tant encore une fois du point de vue des revenus, du point de vue de sexe ou de la diversité au sens large. Allez, je vais vous challenger. Aymeric nous disait il y a de cela quelques instants, on a l'impression qu'en 2020, il y a une sorte de bascule. Est-ce qu'on est passé d'une mode à une lame de fond? Et est-ce que, je veux dire là, en étant un peu provoque, est-ce que le Covid n'a pas quelque part servi? Parce que le Covid, c'est quand même le témoignage de l'importance de l'extra-financier et de ce que finalement des éléments exogènes peuvent avoir sur l'économie. Je pense qu'il ne faut pas donner trop de mérite au Covid, mais évidemment. Mais je pense que cette crise qui est dramatique doit aussi avoir pour rôle de se poser des questions fondamentales sur notre façon d'appréhender le monde, sur notre façon de se comporter et de vivre au quotidien. Et effectivement, même si je ne fais pas partie de ceux qui disent que le monde d'après sera fondamentalement différent et que tout sera bouleversé, je pense qu'il y aura dans certains domaines des changements de comportement. Et effectivement, à ce titre-là, le Covid, c'est un accélérateur d'évolution des comportements. Donc ce n'est pas la seule raison qui fait qu'il y a eu ce basculement en 2020, mais ça en fait partie. Alors ça, vous, Olivier Guillot, vous nous avez dit Biden, ça a également impacté parce que ça a montré un monde plus dans les accords de Paris que ne pouvait l'être Donald Trump auparavant? Oui, clairement. Après, il faudra voir comment ça va se mettre en place. Mais au-delà de ça, je voudrais revenir plutôt sur l'aspect générationnel, en fait. On voit bien que des gens de génération plus jeune que la mienne, ils ont une vraie accroche, une vraie sensibilité environnementale. On l'a vu lorsqu'on pouvait manifester à Paris, les lycéens, les lycéennes qui manifestaient le vendredi pour le climat. Donc sans aller dans des extrêmes qu'on peut connaître au nord de l'Europe, il y a quand même une sensibilité assez forte sur ces aspects-là. Et donc, je pense que quand même, il y a des impulsions assez fortes, des tendances de fond, donc des méga-traînes qui font qu'il y a un mouvement qui est en marche et que ça ne va pas s'arrêter comme ça. Arnaud, Olivier Guillot nous parle des jeunes qui sont une pression. Comment se fait-il que les brontosaures que nous sommes s'intéressent au sujet? Ouais, franchement, encore une fois, c'est les risques majeurs, que ce soit le climat, l'inégalité, etc. Et d'ailleurs, on a pu, grâce à Opinionway qui a fait l'étude auprès des épargnants, on a la granularité, c'est-à-dire on sait l'âge des personnes et selon et quelles réponses ils ont données, le sexe, le lieu d'habitation et catégorie CSP. Et on voit effectivement que, y compris les brontosaures, commencent à se préoccuper. Et ils ont mis aussi la sensibilité de l'environnement parmi les premiers. Au passage, on voit les jeunes, c'est évident, mais on voit les couples avec enfants, parce qu'on a pu aussi avoir cette information-là, qui sont
ultra demandeurs sur ce genre de thème, parce qu'ils ont bien compris qu'il fallait préparer l'avenir, y compris pour leurs propres enfants. Alors qu'en revanche, le célibataire fêtard, lui, se dit, c'est pas mon sujet. Alors, on va regarder donc. Vous, grosso modo, il y a une sorte de consensus pour dire que le thème qui marche bien, ça a été le thème du climat. Donc, on va essayer de comprendre un peu les différentes offres, parce que tout le monde a un peu ses spécificités. Je vais commencer avec vous, Olivier Guilloux. Le produit chez Ecofi s'appelle Ecofi Agir pour le climat. Il a une caractéristique, c'est un produit diversifié. Oui, on est parti sur un produit diversifié et ça rejoint ce que disait Arnaud tout à l'heure. En fait, on voulait encapsuler l'ensemble des actifs. On ne voulait pas avoir un produit monoactif. Et donc l'idée pour nous aussi, c'était de faire le lien entre ce qui est de la nouvelle économie, donc les éco-solutions, donc des solutions d'avenir pour le climat, mais aussi garder en tête cette notion de trajectoire 2050. C'est-à-dire qu'on ne voulait pas exclure a priori des entreprises qui doivent se transformer. Et une bonne façon de réconcilier ces deux objectifs, c'était de faire un mix entre des actions, donc qui vont délivrer le moteur de croissance, et puis garder aussi une partie obligataire, donc investie en green bond, qui permettent aux entreprises qui doivent se transformer d'avoir ressources aux capitaux des marchés financiers. D'accord. Le choix, donc produits diversifiés. Autre choix, produits centrés sur le marché européen. C'est suffisant ou est-ce que ce sujet du climat est un sujet mondial ? Au niveau d'Ecofi, on a quand même une approche assez d'investissement de l'économie réelle. Et donc pour nous, c'était plus intéressant peut-être d'avoir une approche qui soit plus ciblée sur les entreprises, qui soit plus ciblée sur des stratégies locales dont on connaît on peut visiter les entreprises, par exemple, c'est beaucoup plus simple. Et puis, ce projet s'inscrivait également dans les accords de Paris. Et donc, c'était mettre à disposition des investisseurs un véhicule d'investissement qui soit visible, qui soit compréhensible et dont les épargnants puissent s'approprier facilement les principes. Ok, produit disponible dans tout type d'enveloppe, assurance vie, compte titre, y compris épargne salariale ? Oui, largement disponible. Et la particularité aussi, c'est que ce produit bénéficie du triple label. Donc il est totalement, on va dire, compatible avec les évolutions de la loi Pacte. Ok, et puisque je parlais d'épargne salariale, chez vous, il y a toujours un côté solidaire. Il y a du solidaire dans le produit ? Oui, donc c'est le fait d'avoir effectivement cette triple labellisation fait que le fonds est investi à hauteur entre 5 et 10% d'épargne solidaire et avec une vision aussi très orientée sur l'environnement. Ok. Éco-solutions chez Sycomore. Alors, c'est climat, c'est éco-solutions, ça couvre quel périmètre ? Alors le fonds Éco-solutions, vous rappeliez en introduction, c'est effectivement, il y a beaucoup de demandes pour ce type de produit, en particulier celui-là, et c'est un des fonds qui, chez nous, a le plus collecté en 2020. Le sujet qui est adressé par le fonds Éco-solutions, c'est la transition énergétique. Alors le point essentiel à retenir quand on s'intéresse à ce produit, et ça rejoint ce que je disais aussi tout à l'heure, c'est que ce sont des sujets très vastes, très complexes, et avant d'investir, nous avons en amont développé une métrique, une méthodologie permettant de mesurer de la manière la plus objective possible l'impact climatique des sociétés dans lesquelles nous investissons. Cette métrique, c'est la NEC. Exactement, qui s'appelle la NEC, ça veut dire Net Environmental Contribution. C'est un instrument que nous avons développé qui s'adapte donc aux différents secteurs et qui a pour spécificité d'adresser ce sujet de transition énergétique de manière holistique, c'est-à-dire pas seulement sous l'angle émissions de CO2. On parle beaucoup d'émissions de CO2, et à juste titre, mais quand on parle d'évolution climatique, il y a bien d'autres enjeux, la notion de recyclage par exemple, les notions de biodiversité. Donc cette métrique appréhende et prend en compte l'ensemble de ces éléments. Et puis ensuite, ce qui est important aussi, c'est que on est tous convaincus ici, et je pense beaucoup plus largement qu'ici, que le défi climatique, c'est un des plus grands défis des décennies à venir. Et que pour adresser ce défi, il y a des thématiques très transversales. Donc dans le fonds Éco-solutions, et c'est ça qu'il faut retenir, il y a bien sûr des fabricants d'éoliennes, il y a bien sûr du solaire, de la génération d'énergie renouvelable, c'est bien évidemment une composante du fonds, mais c'est une composante d'ailleurs minoritaire dans le fond, parce qu'il y a bien d'autres sujets. La mobilité durable, l'isolation, la construction.
je pourrais continuer à énumérer, et ça permet d'avoir un fonds, et je conclurai là-dessus, qui est diversifié, parce que dans les fonds thématiques, c'est un fonds thématique, il faut se méfier des fonds qui ont un angle trop petit, parce que s'il y a par moment un engouement sur un thème qui se déplace, c'est dangereux. Donc là, on a un fonds qui est très diversifié. Ok, je vais revenir vers vous, Olivier, justement sur cette question, puisqu'on a toujours eu quelque part un peu une sorte de confusion entre fonds thématiques, fonds sectoriels, etc. Est-ce que dans Ecofi Agir pour le climat, il y a quand même des biais sectoriels notables? On va retrouver, en fait, on est dans la logique de solutions éco-conçues, donc on va retrouver les mêmes thématiques, mais de la même manière, on a une large diversification sur des thématiques transverses. Ça va sur des activités qui sont énergétiques, les économies d'énergie, le sourcing de l'énergie. On a également les problématiques d'agriculture, qui ne sont pas forcément très développées sur d'autres produits, donc des thématiques liées aux aliments pour le bétail. On retrouve également des thématiques d'économie circulaire qu'on voudrait un peu augmenter dans le poids du portefeuille, mais on n'a pas forcément les véhicules. Donc je pense par exemple à une société comme Corbion qui traite le plastique. Puis après, on a plein de sociétés qu'on peut retrouver dans d'autres thématiques, mais qui sont des incontournables pour nous. Donc la certification Bureau Veritas, ce genre de choses, le traitement de l'eau, Dassault Systèmes également, qui d'ailleurs est intervenu de manière assez sensible dans les essais cliniques sur le Covid. Voilà, donc il y a un ensemble de sociétés qui couvrent plein d'aspects transverses. Aymeric, je reviens vers vous sur cette approche sectorielle. Comme je le fais pour toutes les émissions, je sors toujours les reporting parce que c'est ce que vous avez, vous, quand vous travaillez. Donc moi, je fais comme vous qui nous écoutez. Je vois quand même 55% d'industrie. Et alors, je vais vous dire, moi, je me pose une question toute bête. Je me dis, tiens, la transition écologique, c'est un thème de croissance durable. Et je me dis, l'industrie, ça me paraît un peu cyclique. Alors, est-ce que c'est cyclique ou est-ce que c'est de la croissance? C'est une très très bonne question. Parce qu'on sait tous aujourd'hui que dans les performances passées, les valeurs de croissance ont extrêmement bien performé. Alors les valeurs de croissance, elles performent toujours bien. Moi, ça fait 25 ans que je fais ce métier et ça fait 25 ans que j'entends les valeurs de croissance, c'est un peu cher, il faudrait peut-être s'intéresser à la value. Donc notre point n'est pas de dire on oppose la croissance et la value. Donc quand on parle du fonds éco-solutions, bien sûr, il y a un biais croissance. Parce qu'on parle de sociétés et de thèmes qui sont en pleine émergence. On a cité un certain nombre de thèmes pour l'instant. On n'a pas cité l'hydrogène, mais il y a beaucoup d'acteurs qui sont en train d'apparaître ou de sociétés déjà existantes qui vont avoir de la croissance en se développant dans ces métiers-là. Donc oui, il y a un biais croissance. Maintenant, je le disais aussi, un fonds, je pense, pour qu'il soit durablement performant, doit être équilibré à la fois en termes de taille de capitalisation, ce qui est le cas. Je crois qu'il y a à peu près la moitié de grande capi et la moitié de valeur moyenne dans le fonds éco-solutions. Et puis, il faut également des styles différents. On est en pleine crise sanitaire. L'économie, en 2020, a eu la plus forte récession depuis la Seconde Guerre mondiale. On va sortir de cette pandémie, je ne sais pas quand, je crois que personne ne sait, mais on va en sortir quand on en sortira, et grâce au vaccin, d'abord et avant tout, il y aura une reprise cyclique, et il faut être présent sur ces sociétés-là, et d'où cette exposition forte sur l'industrie dans le fonds éco-solutions. Ok. Arnaud Faller, je ne vous ai pas du tout oublié, mais si je vous ai gardé pour la fin, c'est que vous avez une approche qui est un peu différente sur le fonds CPR Invest Climate Action. C'est déjà, c'est un fonds d'action internationale. Oui, évidemment, le climat, c'est malgré tout encore un enjeu mondial. Et alors, donc c'est un fonds d'action internationale où on n'exclut aucun secteur a priori, évidemment sauf le charbon, mais l'ensemble des secteurs doivent contribuer à la transition énergétique, chacun dans sa sphère d'influence, si on peut dire. Et pour ce faire, donc on s'est aussi associé avec l'ONG de référence. Quand une société à travers le monde publie sa politique climat, elle passe la plupart du temps par le CDP. Et donc le CDP d'ailleurs reçoit en gros 7000 publications de politique climat. Donc ça nous aide dans l'analyse de l'ensemble de ces valeurs. Et donc à la fin, on a bien un portefeuille d'une centaine de valeurs internationales. À la fois aujourd'hui, effectivement, plus un caractère cyclique, mais on a la capacité de pouvoir bouger plus facilement. Et au passage, globalement, on l'a lancé il y a un peu moins de 3 ans et ça a plutôt bien marché, puisqu'en tout, l'ensemble des stratégies climat au sein de la maison CPR, aujourd'hui, c'est aux alentours de 800 millions d'euros. Est-ce qu'il y a, comme vous le faites souvent chez vous, quelque part une approche de rééquilibrage sectoriel pour ne pas prendre trop de paris, à la fois d'un point de vue pays et d'un point de vue sectoriel? Là,
encore une fois, comme le spectre est large, on peut tout à fait pouvoir bouger. Et ce spectre, il est large et ça permet aux gérants de faire un portefeuille cœur de portefeuille. Effectivement, il ne faut pas cibler un thème trop précis qui est l'actualité à un moment, puis le lendemain, il peut l'être moins. Alors qu'ici, encore une fois, il est robuste au cours du temps. Et on engage les sociétés à cibler le zéro carbone 2050, c'est bien la cible. Donc l'Europe, au point de vue État, c'est engagé, mais on sait très bien que ça va venir aussi de la part des corporates eux-mêmes. Et il y a des sociétés d'ores et déjà qui se contractualisent via des initiatives comme le SBT, qui est une émanation du CDP, mais aussi de l'ONU, et qui s'engagent avec cette trajectoire zéro carbone 2050, y compris d'ailleurs parfois leurs fournisseurs. C'est-à-dire qu'ils vont au-delà simplement dire moi je vais faire mon boulot, mais je ne regarde pas du côté des fournisseurs, ça serait trop simple. Et donc toute la chaîne client-fournisseur, et donc ils vont assez loin. Ok, alors si je regarde un peu les performances, grosso modo, Ecosolutions est un peu moins de 30% sur l'année 2020. Vous êtes à un peu plus de 20%, etc. Sur le marché européen où les performances sont négatives. Donc, les performances ont été très bonnes. Alors, je ne sais pas si c'est que les gens ont eu raison d'y aller et puis que les performances sont bonnes ou si on ne sait jamais si c'est parce que les performances étaient bonnes que les clients y sont allés. Moi, j'ai quand même une question par rapport à ça. Est-ce que sur un certain nombre de sociétés, aujourd'hui, on n'arrive pas à des niveaux de valorisation qui nous amènent à nous dire c'est bien, il y a de l'enthousiasme, mais ça commence peut-être à valoir un peu cher. Olivier Guillou. Oui, clairement. Le marché a été guidé par un afflux assez massif de capitaux sur les ETF qui ont tiré de manière assez homogène la cote. Nous, notre positionnement, en fait, c'est d'investir dans des valeurs, dans des sélections de valeurs bien précises, sur des thématiques bien précises. Alors on peut subir à court terme évidemment des phénomènes peut-être de correction, mais globalement on est sur des tendances de société qui de mon point de vue, sont des leaders de demain. Et donc le travail du gérant, c'est de faire la part des choses dans la sélection des valeurs entre... Donc vous dites on peut souffrir ponctuellement, mais ça ne sera, ça ne sera qu'une difficulté ponctuelle, ça ne remet pas en cause la tendance durable. Arnaud Faller, votre sentiment sur le niveau des valos? C'est vrai que les valorisations des clean tech, on appelle, notamment aux États-Unis, sont parfois un peu élevées parce qu'évidemment, il y a eu l'afflux, y compris avec les anticipations du plan Biden d'infrastructure. C'est pour ça que dans le portefeuille, là, le Climate Action, on est très large et on va effectivement aujourd'hui bien plus cyclique. Et ça permettra d'accompagner la transition dans la durée et éviter la bulle ponctuelle. Émeric Préaubert, Biden, c'est... les États-Unis qui rentrent dans les accords de Paris, ça va être une bonne nouvelle et ça va ramener des capitaux en se disant qu'il y a peut-être une chance que ce truc-là ait vraiment un effet? Alors oui, c'est évidemment une très bonne nouvelle que la première puissance mondiale revienne dans les accords de Paris. Ensuite, et il y aura bien sûr des investissements, et ce n'est pas simplement Biden, c'est très bien ce qu'il a fait, mais ça dépasse très largement ce mandat-là, je pense qu'on parle de décennies. Oui, la question des valorisations, je crois qu'il faut en parler à nos clients. Il y a, Arnaud vient de le dire, sur certains segments, il y a eu un engouement, et quand il y a un engouement, ça va un petit peu vite. Et en particulier sur un certain nombre de valeurs, petite capitalisation très identifiée, transition verte, nouveaux métiers, il y a des valeurs un petit peu chères. Je pense à un titre comme Voltalia, c'est une super société, mais ça a pas triplé, mais plus que doublé en 1 an et demi. Donc il y a un certain nombre de valorisations élevées. Et il faut l'avoir en tête, parce qu'il ne faut pas être aveuglé par entre guillemets, une forme de bulle sur certains segments. Et la réponse, elle est double. 1, on est diversifié, et il faut ne pas être que sur ce segment-là. Et 2, je prendrai un exemple. Alors, je ne sais pas si je devrais dire ça ce soir, parce que ça va faire un petit peu bizarre. Mais le fonds, effectivement, mais ce n'est pas moi qui le gère, donc je peux faire un petit peu de promotion. Le fonds a fait 30% l'an dernier, donc c'est bien. La première ligne d'Ecosolutions aujourd'hui, c'est Veolia. C'est un titre qui a baissé l'an dernier, pour montrer qu'il y a une rotation dans le portefeuille et qu'on est attentif aussi dans ces thèmes-là à la notion de valorisation. Ok, première ligne avec, d'après le reporting, il y a 4,2% du portefeuille. Les labels, on en dit 2 mots, il va falloir que leur tourne, donc on va conclure. Les labels ISR, c'est utile ou aujourd'hui finalement tout le monde les a et c'est plus discriminant? Est-ce que c'est discriminant? Pas énormément, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de fonds labellisés, donc ça ne suffit pas à faire la différence. Mais c'est, je pense, une étape, c'est utile, c'est important.
Parce que nous, notre credo dans toutes ces questions-là qui sont fondamentales, c'est que chacun doit jouer son rôle. S'il n'y a qu'une partie prenante qui intervient, ça ne marche pas. Il faut que nous, investisseurs, on joue le jeu. Il faut que les clients jouent le jeu, parce qu'on disait, il y a un vrai appétit. Il faut que les entreprises jouent le jeu. Et il faut que les régulateurs également incitent à aller dans cette direction. Donc oui, les labels sont utiles. Olivier Guillou, vous pensez la même chose? Et sur le sujet du régulateur, on a l'AMF qui a sorti une doctrine pour dire on va désormais vous imposer tout un tas de contraintes pour que vous ne prétendiez pas être propre si vous n'êtes pas propre, etc. C'est une bonne ou c'est une mauvaise chose? Non, de toute façon, il y a une logique à la fois domestique, donc au niveau de la France, de progresser par rapport... et puis il y a une logique également européenne d'harmonisation. Donc c'est important aussi pour la place de Paris d'avoir une doctrine qui soit très avancée par rapport à ce qui peut être offert au niveau européen. Donc d'un point de vue strictement domestique, c'est quand même important que pour les épargnants, notamment de l'épargne salariale, il y ait une norme dans une offre assez pléthorique d'offres ISR et au-delà de l'ISR d'offres ESG. Donc je trouve que le mouvement est plutôt salutaire d'avoir une clarification sur ces aspects-là. Au-delà de ça, il y a on sait que c'est des solutions qui sont intermédiaires parce que tout n'est pas tranché. Il y a le problème du nucléaire notamment. Bon, c'est un sujet qui fâche. Qui touche la France ? Qui touche la France, mais qui ne touche pas forcément, enfin qui exclut d'autres labels. Donc ça, c'est des sujets de moyen terme. Mais encore une fois, on est dans une stratégie 2050, donc on a le temps de voir cette issue. Okay. Sur l'autre, juste un point sur le label Greenfin. C'est vraiment quelque chose de très, très marqué sur un profil très environnement, donc la lettre E de ESG. Et donc là, c'est des thématiques qui sont bien... C'est le mieux parce que c'est le plus impact ? C'est pas mieux par rapport à tout ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est le plus impact, en tout cas, c'est le plus discriminant par rapport au reste. OK. Pour conclure, Arnaud Faller, j'ai une question pour vous. Parce que là, on est en train de parler de label, on est en train de parler de régulateur, on est en train de parler d'Europe et tout ça. La prochaine fois qu'on se voit, je n'ai plus exactement la date, mais ça sera pas le mois prochain. Il va se passer quelque chose le mois prochain. Vous êtes tous en train, dans les starting blocks, parce qu'il y a une directive européenne dont le premier bout va rentrer en application au mois de mars, c'est-à-dire dans un mois. Qu'est-ce qui va changer ? Donc au 10 mars, en fait, effectivement, d'abord, la doctrine AMF arrive en force pour tous les fonds existants, et deux, la directive européenne de transparence, SFDR, arrive aussi le 10 mars. Il va falloir classer les fonds, au moins selon 3 types de fonds, article 6, article 8, article 9. En gros, l'article 6, c'est je fais les exclusions à minima. L'article 8, je m'approprie le ESG, j'assure la promotion. Et l'article 9, c'est le cas au-dessus, c'est notamment pour les fonds thématiques chez nous, c'est en gros dire j'ai un objectif durable, je le montre, et éventuellement d'ailleurs, je mets un indicateur clé de mesure, parce qu'on sait très bien d'ailleurs, c'est une des conséquences et des leçons à tirer de l'étude menée auprès des épargnants et des conseillers, c'est que le principal frein, il vient aussi des manques de mesures d'impact. Pour rendre encore plus concret les investissements, d'abord, la bonne nouvelle, c'est que les sociétés sont en train de publier de plus en plus, et donc il faut pouvoir traiter en amont et évidemment en aval l'ensemble de ces mesures d'impact, et la loi SFDR va dans ce sens-là. OK. Et bien justement, ces mesures d'impact, je pense qu'on aura l'occasion, je le disais tout à l'heure, d'en reparler lors d'une prochaine émission. Merci à tous les trois d'avoir été avec nous pour ce premier club de la finance autrement. Puis on va continuer.